Bonjour et bienvenue à cette table ronde de la session pharmacien, co-organisée par le Moniteur des pharmacies, dont je suis le rédacteur en chef. Alors, si nous sommes ici, tous, c'est bien évidemment que chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, il est évident que le déploiement du numérique ouvre des perspectives inédites en termes d'évolution des parcours de soins. Et c'est justement à l'interprofessionnalité digitale que nous allons nous intéresser. Parce que qui dit partage des compétences dit forcément partage des informations et donc développement de solutions qui doivent répondre aux besoins des acteurs de santé, mais aussi aux besoins des patients. Alors pour en discuter avec nous, à ma gauche, Sophie Sergent. Sophie Sergent est pharmacien, elle possède une officine à Liévin dans le Pas-de-Calais, mais elle est aussi présidente de la commission des unions régionales des professions de santé, dans un syndicat qui s'appelle la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Alors, si je vous fais juste un petit point rapide sur les URPS, les pharmaciens qui sont élus dans les URPS, ils ont pour mission de contribuer en fait à l'organisation de l'offre de santé régionale et évidemment à développer les nouvelles missions qui font un petit peu le sel du métier aujourd'hui et surtout demain. Et puis, justement, ça tombe bien, parce que votre actualité toute récente se concrétise par le lancement d'une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est la CPTS Liévin Pays d'Artois. À côté de vous, Régis Couder. Alors, Régis Couder est médecin. Régis, je ne sais pas si vous prenez en charge des pathologies exceptionnelles, mais ce qui est sûr, c'est que vos patients sont exceptionnels, puisque ce sont les joueurs de l'AS Monaco. Et pour eux, vous êtes un utilisateur assidu de nouvelles technologies, et en particulier des solutions Ascamon. Juste à côté de vous, Adnan El Bakri. C'est aussi un médecin, c'est un chirurgien urologue. Donc en médecin que vous êtes, vos priorités sont vos malades, et c'est une priorité finalement que vous poursuivez jusque dans les solutions que vous avez développées en tant que fondateur d'InnovHealth. Enfin, Pierre Schul. Pierre Schul est directeur marketing e-santé pour DocaPost. DocaPost, c'est une filiale de la Poste qui notamment héberge, enfin elle fait plein de choses, mais elle héberge de manière sécurisée plusieurs dizaines de millions de dossiers, dont les dossiers pharmaceutiques que les pharmaciens connaissent bien, et également le DMP, le dossier médical partagé. Plus maintenant. Et bien justement, Pierre Schul, vous étiez au CES de Las Vegas en janvier dernier, et vous avez présenté un certain nombre d'innovations, dont la Poste e-santé. Est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement quel est le but de ce développement et en quoi justement il concerne tant les professionnels de santé que les patients? Le but de ce développement vient de s'inscrire dans cette stratégie autour de la santé et de la silver economy, qui est un des marchés prioritaires pour le groupe La Poste, dans lequel on investit beaucoup, dans cette logique d'aménagement du territoire et de rôle d'acteur de proximité, qui est celui du groupe La Poste, qui, je le rappelle, enfin, je n'ai pas besoin de le rappeler je pense, mais tout le monde est en contact avec La Poste, et du coup ça nous permet aussi de développer pour l'ensemble de nos clients, que ce soit les particuliers et les entreprises, des services qui viennent accompagner les acteurs et les professionnels de santé. Je vais vous donner deux exemples. Mes médicaments chez moi, c'est une offre qu'on a développée pour permettre de réduire finalement l'isolement de populations seniors et de faire en sorte que les facteurs apportent les médicaments à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer en pharmacie. Et dans cette veine, DocaPost s'inscrit en tant qu'acteur numérique de la transformation numérique, et donc a développé toute une plateforme, tout un écosystème autour des services de santé, et donc qui est vraiment une offre. Il y a un petit Larsen. On m'entend, c'est bon, oui. Toute une offre B2B2C, donc à la fois particulier et pour les entreprises. Pour les particuliers, c'est ce carnet de santé qui va permettre à chacun d'entre nous de prendre en main sa santé et de suivre sa santé. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui sont menées pour mesurer dans quelle mesure le fait de s'auto-évaluer, de se suivre, a des impacts positifs sur sa santé. On pense que oui, on a un certain nombre d'éléments qui attestent de ça. Et donc, vous allez pouvoir synchroniser vos différents objets connectés, vous allez pouvoir récupérer des flux
vos données structurées de résultats de biologie. Vous allez pouvoir récupérer des radios, vous allez récupérer toutes ces données finalement qui vont venir enrichir ce carnet de santé. Et à côté de ça, la plateforme pour les entreprises va permettre de transformer ce secteur de la santé en facilitant finalement la vie des professionnels de santé, en leur mettant à disposition un accès à ces données. Et le rôle de DocaPost au milieu de ça, c'est d'être ce tiers de confiance qui garantit la confidentialité, qui garantit le fait que il n'y a pas d'autres acteurs qui vont pouvoir essayer de rentrer et capter ces données. On est celui qui va porter la responsabilité de gérer le consentement. Dans le cadre du RGPD notamment, c'est bien cette responsabilité de celui qui va traiter la donnée qui est la plus exposée aujourd'hui. Et c'est le rôle que l'on veut remplir. Donc ça, c'était la Poste e-santé, mais au CES, il y avait autre chose. Il y avait une étude qui s'appelle EOLVAL, si j'ai bien compris. Alors, EOLVAL, c'est le premier projet qu'on a lancé sur ce sujet, qui est avec l'hôpital Bichat, où justement, on a mis à disposition toute cette plateforme. Donc c'est le premier cas réel qu'on a pu lancer, parce que ça a même été lancé quelques jours avant la communication officielle, pour mettre à disposition de médecins en charge de transplantés pulmonaires, un outil d'évaluation de la performance de la mesure des données de santé à travers des objets connectés. Et donc, c'est tout un protocole d'études cliniques qu'on a co-développé avec eux, qu'ils ont développé, sur lesquels on les a accompagnés, justement pour évaluer l'effet de ce suivi. Donc, c'est toute une plateforme d'études qu'on est en train de monter avec eux pour évaluer l'intérêt de ces objets. Et donc, demain, on pourra faire rentrer de nouveaux produits, les évaluer, les comparer avec un existant, tout ceci en collaboration également avec l'INRIA. Pour l'instant, ça, c'est hospitalier. Et donc ça, c'est très hospitalier, absolument. Et enfin, si j'ai bien suivi, vous avez annoncé la semaine dernière sur Vivatech un nouveau partenariat. Absolument, avec le groupe Elsan, où on va mettre en commun, je dirais, nos territoires d'expertise relatifs. DocaPost, en tant qu'expert de la transformation numérique, avec toutes ces plateformes, tous ces actifs, tous ces assets, comme on dit dans notre jargon de techno, qui va permettre à Elsan de développer de nouvelles solutions pour ces cliniques, de coordination de parcours, de suivi de la relation patient et professionnel de santé, en développant notamment une application pour leurs patients qui sera disponible un peu partout dans l'ensemble de leur clinique à très moyen terme. Merci. Alors, Adnan El-Bakri, vous étiez vous aussi au CES de Las Vegas, donc comme vous n'étiez pas très nombreux, vous êtes peut-être croisés avec Pierre. Vous avez... Je vous ai pas vu. Ou j'ai fait exprès. C'est que vous étiez... C'est le problème quand on est sur ces stands dans ces cas-là, c'est qu'on ne peut pas en bouger. Et du coup, on ne se voit pas. Très bien. Non, par contre, DocaPost sont venus me voir sur le stand. Ah, bah, très bien. Vous allez nous raconter ça. Parce que vous avez présenté Pascare. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est une carte passeport santé numérique. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous disiez surtout de quoi il s'agit. Alors, je sais qu'il y a une slide qui est prête pour vous. Vous nous dites quand il faut l'envoyer. J'en parle après. Donc, effectivement, j'ai présenté Pascare. C'est une carte de santé numérique, c'est un passeport santé numérique international. L'objectif, c'est de donner une technologie au patient, au citoyen, peu importe où il est dans le monde, pour lui permettre réellement, cette fois-ci, et j'insiste sur réellement, parce qu'il y a beaucoup de blabla autour du sujet, pour lui permettre de pouvoir récupérer, classer et accéder à ces informations de santé dans un parcours de big data citoyen collaboratif. Et dans une vision de médecine personnalisée, une vision qui permettra de faire de l'intelligence artificielle et une vision qui n'est pas uniquement une vision d'entrepôt de données de santé, comme par exemple le dossier médical partagé. Mais sur lequel on va revenir. Concrètement, en fait, c'est quoi? C'est une préparation de consultation médicale? Pas du tout, c'est un carnet de santé numérique, un carnet du futur qui, à l'intérieur, on a pris en compte, on a numérisé toute la chaîne de soins et qui utilise un modèle de cryptographie asymétrique et qui vous donne le pouvoir, on l'a lié à une blockchain. J'expliquerai un petit peu le schéma après. L'idée, c'est de vous permettre, quand vous allez voir un professionnel de santé et qu'il ne connaît pas du tout le système, il suffit juste qu'il ait Internet pour pouvoir se connecter à votre plateforme, récupérer les informations, donc vous auriez éventuellement préparé la consultation, accéder donc à vos données de santé, mais aussi pouvoir implémenter des informations sur votre plateforme. Donc vous éditez une ordonnance numérique, vous mettre en place le compte-rendu médical, la radiographie, etc. Donc le but, c'est de dématérialiser le parcours, mais de façon à structurer l'information. Ça, c'est extrêmement important parce que je crois, en tant que scientifique, puisque je l'ai expérimenté aussi au CNRS, que tout projet qui est simplement de la mise
qui est simplement une Dropbox santé ou qui est simplement un entrepôt de données de santé sans structuration de l'information, ne permettra jamais de faire de l'intelligence artificielle, donc ne permettra jamais de faire de la médecine personnalisée. Et j'en parlerai juste après pour le côté technique si vous voulez. Alors, mais à qui est-ce proposé en fait aujourd'hui ? Qui le commercialise, qui le représente ? Qui est-ce que ça intéresse en fait ? Alors, le PassCare est déjà disponible donc, depuis le début d'année en B2C, en ligne, donc il s'adresse à toute la population. Si vous, en tant que patient, vous ne voulez pas passer par un intermédiaire et vous commandez votre carte, vous la recevez chez vous, elle est fonctionnelle, elle est active, on vous crée en fait votre empreinte digitale unique à travers la blockchain uniquement pour vous. Et vous la faites appartenir à vous après. Mais ça, ce n'est pas notre relais de croissance. Là, maintenant, je vais parler en tant que président-directeur général de l'entreprise. Notre relais de croissance, c'est le B2B. Et donc, on travaille avec des assurances, avec des groupements de pharmacie, avec des groupements de cliniques qui permettent justement la diffusion de cette technologie auprès de leurs patients. Et l'objectif, dans ce cas, c'est que l'intermédiaire, donc l'entreprise, nous paye l'offre, paye la carte et la technologie et l'offre aux patients, aux assurés. Et ça va permettre, dans ce cas particulier, de lier leur système informatique directement aux patients. Donc le groupement de pharmacies avec qui on travaille actuellement, il y a 150 pharmacies en France. Et ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a lié leur système informatique à travers notre API à la carte. Donc à chaque fois qu'ils éditent une ordonnance, à chaque fois qu'il y a une information qui se passe sur l'écosystème, elle est partagée immédiatement avec le patient. Donc la carte est le lien entre les systèmes informatiques existants et le patient. Parce qu'on ne réussira jamais à uniformiser les systèmes informatiques. C'est ce que tout le monde a essayé depuis 20 ans, on n'y arrive pas. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas regarder les professionnels, on s'en fiche des établissements, etc. Ce qu'on fait, c'est une technologie patient, et c'est le patient qui est l'électron libre qui se déplace entre tous les intervenants. Donc c'est à lui de véhiculer l'information. Je reviens juste sur un point que vous avez évoqué. Vous avez un partenariat avec un groupement de pharmaciens. Entièrement, exactement. Donc vous pouvez peut-être dire son nom ou Oui, c'est HPI, Totum Pharmacy. D'accord, Ouais. très bien. Et alors vous avez un schéma là pour un garçon de la vieille économie. Je pense qu'il mérite un petit peu une explication. Hein. Exactement. Donc le premier schéma qui est là, ça, c'est la centralisation de l'information. En fait, depuis les années 80, depuis la création d'Internet, des ordinateurs, des logiciels, on est dans des systèmes centralisés. Toutes les plateformes qu'on connaît actuellement, le dossier médical partagé, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est dans ce système-là. C'est-à-dire, on a un serveur centralisé et on est tous là, on a accès à l'information plus facilement, mais on ne peut pas s'interconnecter entre nous. L'évolution de l'architecture de l'information fait en sorte qu'en fait, on est déjà passé à la décentralisation de l'information. Ça a commencé par le système financier, l'apparition des crypto-monnaies en est un exemple parfait. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, et c'est ça le modèle sur lequel j'ai travaillé, c'est que j'ai essayé de réinventer un petit peu la blockchain, parce que la blockchain, on ne peut pas tout prendre de la blockchain. La data, par exemple, on ne peut pas la mettre sur une blockchain réellement parce qu'on ne peut pas l'anonymiser à ce stade. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinventé le modèle en utilisant un modèle de cryptographie asymétrique, et on est dans cette architecture-là où le patient lui-même peut décentraliser l'information et peut connecter l'écosystème autour de lui. Et on est dans différents écosystèmes qui peuvent s'interconnecter, et si ce patient a envie ou donne son consentement pour partager l'information avec un big data centralisé cette fois-ci, de façon totalement chiffrée, anonymisée, et lui, il est illisible dans cette histoire, eh bien, il a la passerelle, il a la possibilité de le faire très très facilement. Et ce système est lié donc à notre blockchain qu'on n'a pas encore commercialisé, mais qui est déjà terminé dans sa phase bêta. Et là, ça, c'est l'avenir, c'est-à-dire ça, c'est la distribution de l'information. Ça, c'est le point où on va pouvoir dire au dossier médical partagé, au laboratoire, au CHU de Reims, etc., venez prendre un nœud sur cette blockchain privée hybride et qui vous permettra d'accéder à l'information des autres. C'est une relation de confiance. Et il faut vraiment comprendre cette évolution de l'information dans le monde, parce qu'on n'est plus dans des systèmes centralisés. Ça ne marche plus en termes d'analyse et d'exploitation de la donnée. Et si on veut continuer à faire des systèmes centralisés, c'est bien, ça reste localisé, mais ça ne permettra jamais d'aboutir à de la médecine personnalisée, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait une information structurée et une information lisible. Eh bien, merci, docteur El Bakri, pour ces minutes techniques. Donc, Régis Couder, vous utilisez les solutions Ascamon, comme je le disais en vous présentant. Mais plus précisément, lesquelles et surtout pourquoi vous les utilisez? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je suis bien le docteur Régis Couder et pas le docteur Patrick Couder qui était prévu initialement, qui est mon père. Et
Donc, pour des raisons de santé, il n'est pas présent aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous parler en tant que concepteur des logiciels, en tant qu'utilisateur, car j'exerce à l'AS Monaco depuis 3 ans. On utilise comme premier logiciel, vous l'avez dit, c'est Ascamon. C'est un logiciel médical hébergé qui a été mis en place au sein de la Fédération française de football et de la Ligue de football, d'autres fédés également, mais depuis 2008, il est utilisé par tous les médecins au sein de l'équipe de la Fédération française de football. C'est un logiciel qu'on utilise au quotidien et qui sert à rentrer toutes les données médicales de nos joueurs. Toutes leurs pathologies, leurs maladies, tout le suivi médical réglementaire. Et il existe plusieurs accès, notamment aux kinés, aux podologues, aux nutritionnistes, tous les acteurs de santé autour des joueurs ont un accès et ça nous permet de coordonner tous les acteurs de santé autour des joueurs. Donc, ça nous permet de coordonner les soins également. On rend tous les soins que nous faisons au quotidien. Et ça nous permet de coordonner avec l'équipe nationale. Comme elle est utilisée au niveau de la Fédé, nos joueurs d'équipe de France ont... Le médecin de l'équipe de France a un accès pour nos joueurs et donc a accès à toutes les données et l'histoire du patient. Et donc vous établissez des statistiques, vous faites quoi avec ça alors ? Donc effectivement, c'est le gros plus, c'est que ça a permis de faire des statistiques précises. Et en 2007, donc avant l'arrivée d'Ascamon, on utilisait les statistiques des blessures auprès des arbitres qui faisaient des rapports de match. Donc aujourd'hui et depuis 10 ans, les statistiques sont faites de manière beaucoup plus précise, notamment en lien avec l'UEFA qui ont établi plein de publications et ce qui a permis d'évoluer et notamment de s'en servir en termes de prévention. Nous, au sein du club, on connaît donc tout le nombre de les statistiques de nos blessures et permet de réajuster un peu ou de porter attention de manière régulière sur nos blessures. Et également en termes au niveau de la Fédé, au niveau national. Par exemple, dernièrement, le thème de la commotion cérébrale a été... on a retrouvé que c'était une pathologie qui devenait fréquente dans le football. Et donc, il y a toute une stratégie de prise en charge qui a été établie de manière précise et rigoureuse au sein de la Fédé. Voilà. D'accord. Donc ça, finalement, les pharmaciens, là, ils n'ont pas main sur le système du tout. En fait, ils sont Alors, pas intégrés. Les pharmaciens, non, sont malheureusement pas encore intégrés. Pas encore. Pas encore. C'est en réflexion. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs acteurs qui ont déjà des accès. Notamment les kinés, ça nous semblait essentiel que ça peut se comprendre. Un kiné dans la médecine du sport ait un minimum d'informations sur la blessure du joueur, au moins le diagnostic. Sauf que c'est un logiciel qui est médical. Et pour donner les droits d'accès, c'est le problème du qui voit quoi. Et donc pour donner les droits d'accès à tel ou tel acteur de santé, il faut un consensus médical. On a mis 3 ans pour obtenir un consensus pour que les kinés aient une certaine partie du dossier visualisé. Et on espère qu'un jour les pharmaciens aient au moins donc accès c'est bien aux en réflexion, ordonnances. mais c'est dans au moins 3 ans, quoi. J'ai peut-être la solution pour vous. Je voyais aussi Pierre qui souriait, donc... Pierre. Oui, en l'occurrence, ces sujets-là de sécurisation et de mise en relation, c'est des sujets qu'on adresse aussi. Typiquement, les plateformes que l'on va mettre à disposition des médecins doivent être certifiées et on ne peut pas y accéder si on n'a pas cette carte CPS. Et donc, tout ce qu'on a pu développer, on l'a mis effectivement dans cette veine-là. Et notre rôle, pour le coup, on connaît bien, puisque on parlait disait tout à l'heure qu'effectivement, on héberge le dossier pharmaceutique. On a aussi conçu le DMP, donc ces problématiques justement de mise en relation et de savoir qui accède à quoi. Nous, on l'a pensé en remettant effectivement le patient
l'individu, parce qu'on n'est pas forcément un patient, on est d'abord un individu qui peut très bien vouloir gérer ça tout seul, au centre du processus de décision de ce que je concède à partager ou ce que je refuse de partager. En revanche, mais je crois qu'on va en parler plus tard, c'est toujours à l'initiative des professionnels de santé. Et on ne veut surtout pas substituer l'individu au professionnel de santé qui sait ce dont il a besoin. Donc, Régis, vous, Ascamon, donc statistiques de soins, les joueurs, ils sont partie prenante comment là-dedans Alors, on utilise un deuxième logiciel qu'on a fait développer qui est Ascamon Fit, qui est un logiciel d'évaluation. Et en fait, tous les matins, nous relevons, c'est sur tablette, on relève l'état de forme des joueurs, leur qualité de sommeil, les douleurs, les courbatures, etc., leur état de forme, avant entraînement, également après entraînement, la charge perçue. Ce sont des données qui sont essentielles pour nous, que l'on transmet au coach avant chaque entraînement et qui nous permet d'alerter le coach sur un joueur qui semble être à risque de blessure, qui semble être en surcharge ou qui nous alerte sur telle et telle douleur. Et donc c'est ce logiciel d'évaluation qui nous permet de manière très simple. C'est du déclaratif patient en fait. Déclaratif. Pour le généraliser un peu, parce que vous, ce n'est pas vraiment des patients, ce sont des joueurs, mais on pourrait imaginer transposer dans la vraie vie, ce sont aussi des patients d'ailleurs, parce qu'ils ont des pathologies. Les pharmaciens, eux, ils connaissent plus l'une des solutions mises au point par votre papa, c'est MyRubicard. Ça, c'est aussi utilisé dans le cadre de votre travail à l'AS Monaco ou oui, pas du tout? MyRubicard, c'est une solution qui est très intéressante pour nous. En fait, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel embarqué dans une carte numérique où on a les données sécurisées et classées, les données médicales essentielles. Et en fait, ça a été développé avec Ascamon et ils ont réussi à interfacer le logiciel Ascamon avec la carte. Donc c'est une carte avec un logiciel embarqué où toutes les données et les pathologies, les blessures, tous les antécédents, le dossier médical du joueur qu'on rentre au quotidien, on sélectionne tout ce qui nous semble intéressant à mettre dans la carte pour le joueur et en un clic, on transfère les données du joueur dans la carte. Et qu'on choisit nous, c'est-à-dire pas forcément les données quotidiennes, les examens et les évaluations quotidiens, mais déjà un profil joueur avec les antécédents, les allergies, toutes les pathologies pertinentes pour le joueur, son suivi médical réglementaire, son électrocardiogramme, ce bilan biologique. Donc tout ça est mis dans la carte. Donc ça fait 2 ans qu'on les distribue aux joueurs. Cette année, on l'a même étendu au staff. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir accès et de communiquer avec tous les acteurs de santé qui ne font pas partie du réseau Ascamon, qui n'ont pas d'accès à Ascamon. Je comprends, oui. À cause des problèmes de légalité. On ne va pas donner un accès pour une consultation externe à un médecin ou un autre acteur de santé. Ça semblerait impossible et pas légal de lui donner un accès ponctuel, trop dangereux. Donc à travers cette carte, ils peuvent circuler partout dans le monde, avoir leur dossier médical et matérialisé et pouvoir le transmettre dans tous les pays, bien sûr, de manière universelle. Et à l'inverse, nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas perdre l'information. S'ils font une IRM en Colombie, par exemple, le médecin colombien peut, de manière tout à fait légale et simple, dropper dans la carte. Il y a un espace qui permet de dropper de manière intelligente et bien classer l'information. Et nous, en retour, on peut recueillir l'information. Absolument. Donc Sophie, on va revenir à quelque chose de peut-être plus franco-français, avec les initiatives des URPS. Et justement, de par votre rôle de président de commission, si vous deviez retenir 3 ou 4 projets numériques, je dirais, marquants, qui ont été accompagnés par les URPS, alors ça peut être 2, 3, hein, peu importe, mais au cours de ces dernières années, quels sont à vos yeux les plus emblématiques?
Alors, juste avant de parler des missions, enfin de ces expériences, expérimentations, donc les unions régionales de professionnels de santé ont été mises en place par la loi HPST. Oui, Donc 2009. Il y a eu une première période, donc les 5 premières années où on a appris à travailler ensemble, les médecins, les infirmiers, les kinés, apprendre à se connaître, parce que c'était déjà pas facile. Et on est dans la deuxième mandature de cette nouvelle organisation territoriale que sont les unions régionales de professionnels de santé, donc qui sont le lien avec les agences régionales de santé. Voilà pour poser un petit peu le cadre pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, à ce titre, moi, je coordonne au niveau national les élus des URPS, des 17 régions de métropole et des DOM-TOM. Alors, c'est difficile d'en retenir 3 ou 4, mais tout dépend déjà des projets. Les projets sont à plusieurs niveaux. Soit ce sont des projets qui ont été co-construits entre, par exemple, des services hospitaliers et l'URPS pharmacien. Je pense par exemple à Grand Est avec une appli et un portail, une plateforme qui s'appelle MyGHT, où là on a valorisé le lien ville-hôpital à travers un échange qui avait lieu entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine pour fluidifier le parcours, sécuriser la sortie hospitalière et notamment avec le traitement des chimiothérapies orales. Donc ça, c'est une co-construction. Après, vous avez un autre projet, un ou deux autres projets dans l'océan Indien, où là, c'était des projets plus inter-URPS. Donc là, ça veut dire que c'est l'ensemble des professionnels, donc médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, d'une même région, dans l'océan Indien pour le coup, où ils ont développé une appli qui s'appelle PrevOI, comme océan Indien, qui essaye de tracer toutes les expérimentations qui sont menées dans un cadre préventif, et je pense au tabac, puisqu'ils ont été très très actifs dans le tabac, mais dans d'autres missions qui seront développées, notamment la chimiothérapie orale également. Oui, un gros sujet d'avenir pour la pharmacie d'officine. Un gros sujet. Il y a un autre, alors je le note parce que c'est Qui m'essuie. C'est une plateforme Qui m'essuie qui, elle, a eu un petit peu de mal à démarrer pour des raisons techniques, parce que je pense que tout à l'heure, j'ai entendu Adnan évoquer la technique, c'est quelque chose qui est formidable et je pense qui parfois nous dépasse un petit peu. Il y a parfois des difficultés techniques à développer ces applis, et ça a été le cas pour la deuxième. Alors après, ça peut être simplement des URPS qui mettent à disposition par les finances qu'ils ont, parce qu'on parle projet, mais derrière, il y a le financement de toutes ces expérimentations. Et les cotisations annuelles que les professionnels de santé versent aux URPS permettent de financer des expérimentations. Et là, pour le coup, vous avez Nouvelle-Aquitaine qui a mis à disposition des pharmaciens mesvaccins.net, bien avant d'avoir été choisi comme région expérimentale pour la vaccination en officine. Donc ce carnet de vaccination électronique, mesvaccins.net, a été mis à disposition gratuitement par Nouvelle-Aquitaine. Mais si je voulais vraiment faire un focus particulier, c'est sur une plateforme qui est en cours d'évaluation dans deux régions, donc la région Occitanie et la région Grand Est, qui est développée donc en partenariat avec une société qui s'appelle Advanced Schema, qui s'appelle Connexin. Donc c'est en fait une plateforme qui met en lien, et je pense qu'elle est vraiment très intéressante dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, une plateforme qui met en lien en fait l'ensemble des acteurs professionnels de santé autour du patient. Et cette expérimentation est menée dans ces deux régions, tout simplement dans la sortie ville-hôpital en chimiothérapie orale, parce que pour les pharmaciens d'officine, ce sera la prochaine mission, l'accompagnement des patients atteints de cancer. Et parce que sortie hôpital, c'est souvent panique à bord. Parce que sortie hôpital, c'est panique à bord, parce que ce sont des médicaments qui sont parfois très chers et que le pharmacien d'officine n'a pas en stock le matin, il l'a l'après-midi. Donc on va aller anticiper cette sortie hospitalière, mais pas que. Cette plateforme, elle a surtout une visée de recherche et d'études sur l'observance, la déclaration des effets indésirables, c'est-à-dire ce qu'on attend aujourd'hui beaucoup des data en santé, c'est-à-dire la vie réelle. Comment un médicament se comporte en vie réelle, parce que c'est la collectivité qui va payer des traitements très chers et il faut que ces traitements puissent être utilisés à bon escient. Quand un patient n'est pas observant en chimiothérapie orale, ça a un impact important sur sa chance de vie
et ça a un impact important en termes d'économie de santé. Et donc, le retour puisqu'on va avoir une évaluation au dernier trimestre 2018, c'est combien de pharmaciens, donc on est à peu près 100 pharmaciens, c'est-à-dire 50 dans les 2 régions. On a plus de 400 professionnels de santé qui sont déjà inscrits sur cette plateforme, qui est une plateforme tout à fait conforme RGPD, avec l'accord de la CNIL, qui a la base de données RPPS, qui a l'ensemble de la base de données de tous les médicaments, c'est-à-dire pas uniquement la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette expérimentation qui est menée avec Connexine pour la chimiothérapie orale, mais on peut l'imaginer pour tous les médicaments en fait. et toutes les pathologies possibles et imaginables. Il y a l'ensemble des molécules. Voilà, qui sont on a référencées. toute C'est la bien ça. base. On a toute la base. Et les derniers, je dirais, alors là, c'est plus un petit scoop, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'automne la sortie d'une solution digitale pour aider et les professionnels de santé et les patients surtout au repérage de la permanence pharmaceutique des soins, notamment les pharmacies de garde. Mais là, je ne vous en dis pas plus puisqu'on termine la conception et ce sera pour l'automne 2018. Alors j'entends bien, ne m'en dites pas plus. Dites-moi juste un tout petit peu plus sur les CPTS et justement quels sont les outils pour nous reconnecter au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui vous permettrait peut-être aujourd'hui de simplifier cette vie interprofessionnelle qui quand même commence à se mettre en place, hein, honnêtement, mais qui a encore un petit peu de mal. Oui, c'est ce qu'on disait ce matin quand on parlait des déserts médicaux et des maisons de santé. Les maisons de santé ont été les premières à sortir. C'est une des solutions aujourd'hui qui est proposée dans la coordination des acteurs, mais on a vu aussi que ça représente 10% des professionnels de santé. Donc le reste des offreurs de santé se trouvent en ambulatoire, en cabinet à 2 ou à 3, le pharmacien seul dans son village avec une équipe de soins primaires autour de lui. Et la communauté professionnelle de territoire de santé, en fait, a été voulu donc, par la loi du 26 janvier, la loi de modernisation. C'était une réponse, d'une certaine manière, à l'organisation qui se mettait en place au niveau hospitalier avec les GHT. Les GHT se sont structurés, les hôpitaux se sont structurés, voilà, les groupements hospitaliers de territoire. Ça s'est fait en juillet 2016. Et quid des libéraux ? Et quid de l'ambulatoire ? Et donc, pour répondre à cette demande forte des libéraux à l'époque, c'était Marisol Touraine qui œuvrait à l'époque avec Catherine Lemorton, et elles ont travaillé sur cette loi de modernisation pour proposer une solution plus souple, qui est l'équipe de soins primaires, dont le périmètre est la patientèle des acteurs, ou la communauté professionnelle de territoire de santé, qui elle regroupe l'ensemble des professionnels sur un territoire. Donc là, la notion, on n'est plus dans une notion de patientèle, mais plus de territoire, l'échelle entre 40 000 et 70 000 habitants. Donc on n'est pas au niveau du GHT, on est en dessous du GHT, on est dans le périmètre à proximité d'un hôpital participant au GHT. Donc on est dans une notion de territoire. Et c'est vraiment une réponse à la stratégie nationale de santé dont on entend parler beaucoup actuellement, et cette notion de parcours patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend la ministre parler des actes, mais que maintenant, on va essayer de trouver un modèle innovant qui est plutôt le parcours du patient. Parce qu'on sait que, on l'a vu aussi tout à l'heure, si les acteurs sont coordonnés autour du patient, le patient se sent moins seul et c'est beaucoup plus facile pour lui d'être observant et adhérent à son traitement sur le long terme parce qu'il aura un message qui va arriver sur sa maladie ou ses différentes maladies sous un prisme différent. Quand on parlait de la formation, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais quand vous avez une équipe pluridisciplinaire qui est formée de la même manière à la prise en charge d'une pathologie, la réponse au patient, elle ne va pas forcément être la même, mais le message sera le même. Mais la réponse arrivera selon le prisme du professionnel en question. Le patient ne dira pas la même chose à son médecin traitant qu'il va dire à son pharmacien, qu'il va dire à son kiné, qu'il va dire à l'infirmière ou au laboratoire d'analyse. Et c'est ensemble, et c'est la réponse de la CPTS. Alors, évidemment, il faut se coordonner. Parce que, bien sûr, il faut se coordonner. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que ces expérimentations sont menées aussi, c'est pour aider les différents acteurs à trouver une solution qui soit simple. Alors, la première, de toute façon, le minimum, c'est la messagerie sécurisée. Ouais, ça fait pas défaut, ça, aujourd'hui. Alors, le gros souci aujourd'hui, c'est que les messageries sécurisées ne sont pas
toutes interopérables. J'ai fait un test avec un confrère de Nouvelle-Aquitaine parce que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, donc je lui ai dit dépêche-toi il me dit j'ai un problème technique, j'ai dit dépêche-toi de m'envoyer un message. Il a réussi sur mon appli, moi j'ai la MS Santé, et la messagerie sécurisée de Nouvelle-Aquitaine, qui était un territoire numérique, est compatible avec MS Santé. Mais ça n'est pas le cas de toutes les messageries, parce que certains éditeurs de logiciels de pharmacie, on en a 18 nous en France, des logiciels différents, ne sont pas MS Santé compatibles. Et ça, c'est déjà un vrai problème. Donc ça veut dire, pratico-pratique, que moi dans ma pharmacie, j'ai MS Santé qui est développé par la ZIP, donc par le gouvernement, qui est gratuite, mais je vais prendre AppyCrypt, qui est une autre messagerie sécurisée. Pourquoi ? Parce que dans mon territoire, 90% des professionnels de santé ont AppyCrypt. Et s'il faut avoir un outil unique, on prendra cette messagerie en attendant qu'elle soit interopérable avec les autres. C'est qui vous permet en fait de concrétiser les missions locales, quoi. C'est le minimum. On ne peut pas créer un projet de santé d'une CPTS si on n'a pas un outil commun d'échange et de partage. Alors, cet outil d'échange, c'est la messagerie. L'outil de partage, aujourd'hui, pour tout ce qui est pharmacie, c'est bien évidemment le DP. On l'a rappelé, on a 37 millions, je crois, entre 36 et 37, puisque notre hébergeur est présent là, ici. Ça, c'est quand même une grande fierté, il faut le rappeler. Le dossier médical partagé et l'étape, je dirais, suivante, qui contient, en plus du DP, puisque le DP viendra incrémenter le DMP. Donc le DMP contiendra ce que les patients voudront y mettre, ce que les professionnels de santé suggéreront qu'il est important d'y mettre en échange avec le patient. Je rappelle quand même qu'un patient a le droit de refuser que moi, pharmacien, je lui mette un médicament sur son DP. Et je ne peux pas m'y opposer. Et il ne se gêne pas pour le faire, d'ailleurs. En général, quand on explique la finalité du DP, moi j'avoue que j'ai très peu de refus. J'en ai eu un, pour tout vous dire. J'en ai eu un, parce que quand on explique la finalité, c'est de ça qui est important. Quand on parle du RGPD, c'est comment on récolte les données. C'est vraiment l'intérêt du patient. Si demain il y a un problème de iatrogénie, un problème d'accident médicamenteux qui peut être très préjudiciable au patient, le DP peut empêcher cela. Est-ce que les inventions, parce que je trouve que le terme est assez joli et assez juste d'ailleurs, que viennent de décrire Adnan, Pierre, Régis, est-ce qu'elles sont de nature à vous séduire, par exemple ? Ou est-ce que c'est encore, j'allais dire, presque trop compliqué ? Alors, déjà, je suis épatée par ce que je viens d'entendre. Ça dépasse mes compétences pratico-pratiques d'officinal. Là, je vais être très claire. Je pense qu'aujourd'hui, alors je vais répondre en tant que professionnel de santé et pas en tant que représentant syndical, puisque forcément, nous sommes des partenaires de l'assurance maladie. Donc, il y a, je dirais, un problème derrière d'interopérabilité, etc. Mais je pense qu'il est certain qu'il faudra un message clair pour les patients. Mais ces dossiers qui sont des dossiers formidables, demain avec le RGPD et la portabilité des données, si l'assurance maladie donne un agrément à ce développement de ces dossiers, où est le souci ? Où est le souci ? Aujourd'hui, la profession, donc en partenariat avec l'assurance maladie, donc nous développons le DMP, qui a quand même été très long et qui a coûté énormément d'argent à la collectivité, mais nous développons ce DMP qui va monter en puissance à partir du dernier trimestre 2018. L'étape suivante, c'est la e-carte vitale. Voilà. La e-carte vitale, c'est une carte vitale dématérialisée. Fin 2018, c'est ça ? Oh non, la e-carte vitale, elle sera à 2022. Là, on n'est pas du tout. Pas les expérimentations ? Oui, on va démarrer les expérimentations parce qu'il y a également la prescription médicale électronique qui arrive. Ce sont des dossiers qui sont travaillés de manière conventionnelle avec l'assurance maladie. Pardon, donc cela veut dire qu'il faut encore attendre jusqu'à 2022 et continuer à payer 200 millions d'euros environ par an sur un dossier médical partagé qui ne fonctionne pas. Et attendre encore 5 ans, donc encore 1 milliard d'euros, pour que quelque chose commence à voir le jour. Alors qu'il y a des startups françaises qui ont créé des logiciels, pas que des startups, mais surtout des startups. Même des grosses boîtes structurées. Alors qu'il y a des startups françaises, de la French Tech, qui sont financées par la BPI, donc par l'État, et qui sont made in France, et qui brillent à l'international, et qui ont plus de 100 000 utilisateurs, mais on ne s'intéresse pas à ces startups, parce que justement,
elles sont peut-être en concurrence avec ce que les lobbies informatiques et avec ce que les politiques veulent en France. Il y a une volonté pour que les choses ne changent pas. Mais voilà. Justement, on va vous laisser applaudir, mais quel niveau de relation entretenez-vous, Pierre, comme Adnan, avec la CNAM, par exemple ? Vous êtes des partenaires, vous êtes des concurrents, vous arrivez à prendre langue ou pas ? Oui, absolument. Pardon, juste une chose. Est-ce que je ne sais pas si vous avez un partenariat exclusif ou si MyRubyCard finance cette session, mais non, pas il y a du le tout. slide qui s'affiche depuis tout à l'heure et voilà, c'est mieux, hein, je pense. Parce Peu importe, oui, non, mais il n'y a pas de Non, rien partenariat. contre- Il y a juste contre- le plaisir d'avoir Régis Oui. avec nous, hein, c'est ça le partenariat, Adnan. Non, bien sûr, mais je veux dire, on aurait pu mettre ma carte, par exemple. Bon. Bon, on a mis votre slide. Bon, Pierre. Bien sûr, oui, on discute avec la CNAM très régulièrement. On n'est pas du tout concurrent du DMP, et d'ailleurs, je pense que les échanges qu'on a avec eux vont dans ce sens. L'objectif, c'est un maître mot, hein, c'est l'interopérabilité. Voilà. Le système unique, ça n'existe pas. Ça peut exister peut-être dans un petit État ici, dans un petit État, ça peut peut-être exister, mais à l'échelle d'un pays, c'est juste impossible. L'Estonie ? Oui, mais enfin, c'est parce qu'ils partaient de zéro. Bien sûr. Ils partaient de zéro Bah, il quand faut les arrêter, Russes sont alors, partis. il faut repartir de zéro. Non, en mais France. on ne peut pas. On a un historique. Tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. On ne partira jamais de zéro. L'Estonie, quand les Russes sont partis, ils sont partis avec tout. Donc ils se retrouvaient tout nus, ils n'avaient plus rien. Il fallait bien qu'ils Le inventent des Danemark. choses. En l'occurrence, c'est l'interopérabilité. C'est le fait que moi, je serais ravi que Pascal fonctionne et cartonne, parce que la concurrence, ça stimule. Ça fait qu'on va imaginer des trucs bien plus importants. Et puis plus vous marcherez, et plus nous on marchera, plus l'ensemble de nos concitoyens comprendront l'intérêt, adopteront ces usages. Et ça passera par le patient, comme ça passera aussi par la prescription de tous les professionnels de santé, qui sont aussi des individus. Tous les professionnels de santé ont leur carte vitale aux dernières nouvelles, et donc sont aussi utilisateurs de ces services. Et donc c'est formidable qu'il y ait énormément d'entreprises aujourd'hui qui soient dans cette dynamique-là, parce que c'est ce qui va venir nourrir le marché Et ça de crée ces l'évidence du évolutions. besoin, en fait. C'est ça. Et absolument. Enfin, on est aujourd'hui, j'ai l'impression, au même stade que le train dans les années, au 19e siècle. Il y avait une concurrence incroyable au niveau des réseaux de transport, et ça a fait que ça a fini par se généraliser. Et aujourd'hui, ça paraîtrait inconcevable de dire ben non, il n'y a pas de train ici. Et ben, de la même manière, ces solutions, ces carnets de santé et toutes ces solutions qui vont aller développer des parcours de soins et transformer notre modèle, ça va venir de cette concurrence. Mais d'ailleurs, c'est l'article 51 qui est lancé par la LFSS. Donc, Adnan, ce que je voulais dire par là, c'est que, bien évidemment, c'est d'abord la ministre est passée à Paris Tech et a récupéré ta carte. Donc, je pense qu'elle a été fortement Bien sûr. intéressée. Mais je ne parle même pas en tant que président de la start-up, là je vous parle en tant que professionnel de santé. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance phénoménale, c'est qu'il y a, par cet article 51, la possibilité de porter des projets sans limite, pour des projets effectivement qui sont des projets innovants en matière de coordination, en matière d'accès aux soins. Donc allez-y, je ne peux que dire ça, allez-y. Simplement, en tant que partenaire conventionnel, obligatoirement, je dirais, il y a des échanges qui sont cadrés avec l'assurance maladie, et si demain, il y a une possibilité effectivement d'interopérabilité de vos dossiers, mais c'est ce que je dis, c'est formidable. Régis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors on parlait du DMP. Effectivement, pour nous, il est toujours d'actualité. On l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que pour nous, c'est même une bénédiction. On a des statistiques, on a une coordination des soins au sein du club, au sein de la Fédé, etc. Donc ça reste un logiciel médical pour nous qui a été très bien conçu, et comme tous les DMP qui sont adaptés au médecin et à son logiciel. C'est pas qu'un logiciel médical, j'ai l'impression que c'est aussi un Oui, logiciel enfin, médico-économique pour éviter actes redondants, etc. C'est bien Exactement. destiné à faire des économies à un moment ou à un autre. Le DMP, Oui. pardon, le DMP, donc la dernière grille d'habilitation est arrivée le 29 mai, c'est-à-dire il y a 2 jours, avec une grille d'habilitation qui est totale pour les professions médicales, c'est-à-dire prescripteurs, donc les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes. Les pharmaciens ont une grille d'habilitation totale, les infirmières également, les kinés également.
Donc on avance. On avance peut-être moins vite que les sociétés, mais je dis on avance, l'ensemble des partenaires sociaux avancent sur ce sujet. Sauf que vous êtes tous médecins et pharmaciens. Est-ce que on a tous besoin, pas vous Pierre, c'est vrai, mais est-ce qu'on a tous besoin d'avoir accès à tout ? Et là, vraiment, c'est très compliqué justement d'avoir accès à tout parce qu'on parlait tout à l'heure de la responsabilité à partir du moment où on a la connaissance. Et je rejoins ce que Adnan disait tout à l'heure dans la possibilité de transmettre une partie ou la totalité des données en fonction de la situation. Je pense qu'effectivement, c'est nous donner en tant que pharmacien, parce que là, je vais parler en tant que pharmacien, nous donner accès à tout, c'est aussi nous donner une responsabilité que nous n'avions pas avant dans le dossier médical. Alors c'est tout. On avance en tant que professionnel de santé, on fait de la pharmacie clinique qu'on ne faisait pas avant, dans les entretiens pharmaceutiques, dans les bilans de médication qui font partie des nouvelles missions, et demain dans la chimiothérapie orale, parce que quand vous avez un traitement qui est délivré à l'hôpital et que la pharmacie n'avait pas encore le DP, bon, maintenant elle a le DP, elle a le DMP, et la RCP, en l'occurrence quand on a une consultation pluripro, nous en avons les résultats et nous pouvons éventuellement contacter l'oncologue en cas de besoin. Donc c'est à double tranchant cette info. Trop d'infos tue l'info, ça c'est clair. On n'arrive plus à avoir accès à tout parce qu'on a accès à tout justement et qu'on ne sait plus comment trier. C'est pour ça que le triage il est important et c'est pour ça que j'étais très impressionnée par ce schéma. Qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas la connaissance de ce que fera le DMP en termes de sélection des dossiers. Donc les médecins, et Pierre ensuite. Est-ce que justement vous auriez le temps, vous, de tout consulter comme ça, tout potasser, chacune des infos potentiellement hébergées par le DMP ou d'autres solutions, Nana, comme les vôtres? Oui. Non, actuellement, quand un patient vient nous voir, on passe au moins 5 à 10 minutes par patient pour retracer son histoire. Et comment on fait ça ? C'est le fameux interrogatoire, c'est-à-dire on lui pose des questions, il nous raconte ça, je le note sur un papier, un bout de papier. C'est comme ça que ça se passe dans tous les jours. Hein. Je parle parce que j'ai une pratique hospitalière, donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc on a au moins 10 minutes par patient pour rechercher l'information, quand on la trouve. Aux urgences, un patient, il arrive, on n'a souvent pas d'informations, donc on est obligé d'appeler la famille, d'appeler les parents, d'appeler le médecin généraliste, la pharmacie pour récupérer l'ordonnance. C'est du quotidien. Donc regardez les études en e-santé, il y a au moins 1 heure par patient aux urgences, qui sont déjà débordées, pour retrouver l'information et retracer son histoire. Est-ce que ça, c'est normal en 2018 ? Non, bien sûr que non. Donc il y a une énorme perte de temps. Et il y a aussi des coûts considérables du fait qu'on ne partage pas l'information. Et encore une fois, je répète, il y a une volonté de ne pas partager cette information. Ne me dites pas qu'avec 1 milliard d'euros depuis 2004, on n'arrive pas à lancer une application. Mais ce n'est pas possible. Anna, il y a une volonté de ne pas partager l'information, mais est-ce qu'elle ne vient pas un peu de tout le monde ? C'est-à-dire, elle peut venir aussi c'est pour ça qu'il faut arrêter. Et aussi des praticiens eux-mêmes. Bien sûr, mais moi je le dis, le blocage depuis 15 ans, ce sont les professionnels de santé. C'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher à convaincre les établissements, les professionnels. La solution, regardez ce qu'a fait Facebook avec le monde social, ce qu'a fait LinkedIn avec le monde professionnel, ce que toutes les plateformes ont fait, il faut arrêter. L'individu prend le pouvoir partout. Donc, donnons-lui le pouvoir aussi en santé de façon sécurisée, confidentielle, puisque les technologies le permettent. Pierre, moi, ça va bien. C'est comme ça qu'on se positionne, c'est de dire la donnée, le premier producteur de données, c'est le patient, c'est l'individu. C'est lui qui, à travers ce qu'il va saisir, qui a relativement peu de valeur pour un médecin, parce que si je dis j'ai 39 de fièvre aujourd'hui, il faut juste me croire et aucune décision médicale sera prise là-dessus. Mais par contre, si une donnée est certifiée et que le patient met à disposition cette information, que ce soit à distance ou pas à distance, c'est déjà le remettre au cœur du dispositif parce qu'il prend conscience de sa valeur. Ce que vous disiez sur Facebook, LinkedIn, etc., ça me fait penser à une chose, c'est que toutes ces innovations en rupture, elles viennent de 2 choses. Elles viennent d'un changement de modèle économique et elles viennent de parcours utilisateur. Bien sûr qu'il faut la techno qui le permette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la techno, que ce soit du blockchain, que ce soit toute la puissance des hébergements de données de santé qui existent, que ce soit l'hyperconnectivité, la mise en réseau absolument partout. La techno, elle est là. En revanche, ce qu'il n'y a pas encore, vraiment, c'est les changements de mentalité dans les modèles économiques.
le fait de passer d'une tarification à l'acte à une tarification au parcours de soins va être un changement dramatique et ça va toucher tout le monde, le patient en premier lieu, l'individu en premier lieu. Et puis le deuxième, c'est effectivement les expériences utilisateurs. Et je pense qu'un certain nombre de freins à lever sur tout ce qui existe aujourd'hui, il est de cet ordre-là. On a tous des super produits avec nous, ils sont tous californiens d'ailleurs par ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet, qui ont mis la barre extrêmement haute en tant qu'individu sur ce que c'est qu'une belle expérience utilisateur, à travers Netflix, à travers Uber, à travers que sais-je encore comme type de produit. Si on met à disposition sur le marché une application, quelle qu'elle soit, pour un pro qui n'est pas à ce niveau-là, fondamentalement, il ne va pas être incité à l'utiliser parce que c'est un effort complémentaire qu'on lui demande dans un contexte de surabondance d'informations. Donc on met une barre extrêmement élevée alors qu'on essaie au contraire de simplifier la vie. Et donc si on ne prend pas ça en considération, on ne changera pas. Il n'y a rien qui sera changé. Régis. Bon, effectivement, on sent qu'on est dans un changement d'air. On sent qu'il y a un mouvement où on passe du médecin, du logiciel médecin, où progressivement on va donner la main au patient. Ça semble inévitable, quoi. Maintenant, nous, le DMP, pourquoi il a marché ? Nous, c'est un contexte vraiment particulier. C'est la Fédération française de foot qui l'a imposé au club de l'utiliser qu'au départ, afin d'avoir des faut, statistiques. Quoi. Il faut. Bon, alors finalement, ça a été bien accepté parce que c'est un logiciel qui a été bien organisé, qui est spécifique du monde du sport et qui est simple d'utilisation. Mais on est passé d'une utilisation de 30% des médecins à 90%, grâce bien sûr aux incitations et aux sanctions financières aux clubs, pas aux médecins. Donc ça, on ne peut pas l'étendre effectivement à tous les professionnels de santé. C'est un contexte vraiment particulier. On sent que le frein majeur, c'est un problème de double saisie. C'est un problème d'interopérabilité, comme on l'a dit, au niveau des médecins. Donc, donner la main au patient, ça semble inévitable. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que le patient est en capacité totale à rentrer toutes les données de ses santé ? Et est-ce que aujourd'hui, justement, il faut aussi... on va y arriver à lui donner totalement la main, mais je pense qu'il y a besoin de simplifier les choses et de l'aider à rentrer les données. C'est pour ça que la Rubicard, et nous, ça nous a intéressés pour les joueurs. Slide, Adnan. S'il vous plaît, la slide. Allez, faites-vous plaisir. Voilà. C'est pour ça que la Rubicard, nous a plu, parce qu'elle permet aux médecins de simplifier et interfacer avec notre logiciel, local ou hébergé, et de transmettre aux patients ces données de manière très facile et très classée. Ensuite, le patient a la carte. Le patient peut compléter sa carte, peut donner des données, les données qu'il peut rentrer, qu'il veut entrer. Et voilà, c'est un outil qui permet de faire le lien entre le médecin et le patient. J'entends bien, mais par exemple, vous nous parliez en début de débat d'une solution où le joueur renseignait en fait la qualité de son sommeil, etc., ses douleurs sur une tablette. Bah, à la limite, est-ce qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut, quoi ? Alors, est-ce qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut ? Oui, il peut dire ce qu'il veut. Vous voulez dire, est-ce qu'il peut... Il peut minimiser, par exemple. Minimiser ou maximiser l'information. Alors, déjà, il nous donne l'information. Aujourd'hui, on a besoin d'outils. C'est un outil de communication qui est indispensable. Le matin, on a besoin de savoir, chaque joueur, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce qu'il a mal dormi, ou est-ce que... Voilà. Donc déjà, c'est un outil de communication qui nous permet d'avoir l'information. Après, si on n'a pas l'information, on ne sait pas dans quel état il est. Après, il y a un filtre aussi qui est le fait qu'il ne le marque pas de chez lui, de son lit au réveil. Il le marque quand il arrive avec nous, le médecin ou le kiné. Et donc, on va l'interroger sur ses douleurs et ça crée quand même un filtre et il ne peut pas non plus inventer, mettre ce qu'il veut au réveil, quoi. Donc, ça, c'est un premier filtre. Deuxième chose, le logiciel, il est conçu avec la moyenne du joueur. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun a une perception différente. Chacun a une perception différente des douleurs, d'une charge perçue. Mais par contre, pour un joueur, il y a un profil qui est créé
profil du joueur et profil de l'équipe. C'est-à-dire si un joueur qui dit qu'il est dans le rouge alors que toute l'équipe a eu un entraînement plutôt facile, bon, peut-être qu'il peut effectivement maximiser la chose. Et puis, c'est intégré dans un ensemble de facteurs. On a des données objectives, on utilise les CPK qui sont des enzymes objectifs sur pour les muscles. Et donc, les CPK, les GPS, enfin plein de données. C'est intégré dans un ensemble de données. On ne va pas dire parce que le joueur a dit qu'il avait très mal à la cuisse gauche qu'il ne s'entraîne pas aujourd'hui. Non, c'est plus complexe. C'est à prendre en compte dans un ensemble de données, quoi. Hanan, justement, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de patient, parce que vous dites, voilà, c'est le pouvoir au patient partout dans le monde. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est lui qui choisit les données médicales qu'il est susceptible de transmettre ou pas, et surtout à qui il va les transmettre? Si c'est ça, pour moi, je me dis, mais il y a peut-être une perte de chance derrière ça. Bien sûr. Donc nous, on a 2 partenariats stratégiques internationaux. Un premier partenariat, c'est avec Vidal, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Oui, quand on fait de la pharmacie de la médecine. Exactement. Donc Vidal, c'est la plus grande base de données de médicaments mise à jour, traduite en plusieurs langues, et la plus grande base de données de pathologie également, qui est mise à jour également en plusieurs langues et qui respecte la classification internationale des maladies, CIM10, et qui est la classification standard de l'OMS. Nous, on ne laisse pas de saisie libre aux patients. L'objectif de la plateforme, c'est d'avoir des menus prédéfinis avec des choix standardisés, de façon à ce qu'on puisse, n'oubliez pas, ce que je vous dis, moi ce que je veux, c'est pas faire un carnet de santé numérique supplémentaire. Ce que je veux, c'est faire de la médecine personnalisée. C'est de pouvoir un jour vous dire, je ne vais pas vous traiter quand vous venez me voir parce que vous êtes malade, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes malade, vous venez me voir, je vous traite à l'instant T. Cette ère de la médecine de l'instant T est terminée. L'ère maintenant, c'est celui de la médecine du futur, de la médecine préventive, prédictive et scientifique. C'est-à-dire que la plateforme, avec l'intelligence artificielle, avec vos données, en fonction de vos habitudes, en fonction de ce que vous avez renseigné, puisse vous dire, eh bien, selon les études scientifiques, selon ce que vous avez mis, vous avez dans 2 ans, tel risque de développer une crise cardiaque, par exemple. Et ce n'est pas de la science-fiction, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai fait au CNRS, qui marche, qui fonctionne, simplement, on n'a pas de base de données collaborative. Ça, c'est une chose. Le deuxième partenariat très, très important, c'est un partenariat avec Alcatel. Alcatel-Lucent Entreprise, c'est un partenariat international stratégique également sur la communication et la téléconsultation. Alcatel ont développé une technologie extrêmement puissante en visioconsultation embarquée. Et le but aussi pour nous, c'est rajouter, plugger des services de e-santé interopérables sur notre carte, sur notre passecaire, pour que ces individus qui ont le pouvoir sur leurs données de santé puissent aussi utiliser d'autres services qui peuvent éventuellement sauver leur vie. Donc si on est dans un désert médical, eh bien, on se connecte à Pascare et on a une sorte de Skype embarqué, sauf que c'est la technologie d'Alcatel, c'est pas Skype, c'est Rainbow, et ils vont pouvoir effectuer une téléconsultation avec l'édition d'ordonnances numériques possible, l'accès à l'information santé. Et c'est pour ça que je dis, nous, on n'est pas, je critique le DMP en tant que professionnel de santé, mais encore une fois, on n'est pas dans une démarche frontale avec tout ce qui existe. Ce que je dis, c'est qu'il y a des technologies en France qui sont là, qui permettent de créer une interopérabilité, qui permettent d'être complémentaires à ces systèmes existants mais qui n'avancent pas ou qui sont très, ce qu'on appelle des silos d'information qui ne permettront jamais de la vie de faire du big data. Eh bien, pourquoi ne pas prendre les technologies existantes, travailler avec les startups justement pour créer, pour rendre ce DMP efficace et pour le lier au dossier pharmaceutique, ce qui commence à être fait aussi, mais d'une manière pas structurée pour l'instant, et pour le lier aussi à tous les systèmes informatiques existants. Et si on vous revenez sur la slide, juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer, pas la slide de la carte. Hein. Pas Rubicard surtout, hein, merci. Non, juste pour vous montrer, effectivement. Pardon, Vous pouvez nous la remettre, monsieur, au fond? Ok. Est-ce qu'il parle vite, alors? Donc, quand je vous dis donner le pouvoir aux citoyens, c'est pour l'accès et pour la possibilité d'avoir la technologie pour véhiculer la data. Pour créer un big data, la seule possibilité, vous regardez les études et la tendance internationale, c'est aussi de passer par le citoyen. D'ailleurs, je vois Emmanuel Pesanti qui est devant moi, mais je pense aussi à l'identité numérique de façon générale, pas que en santé, mais ça c'est encore un autre projet. Le but c'est, en fait, quand vous avez cette carte, vous avez la possibilité, vous, de donner accès à vos professionnels en 10 secondes, de façon extrêmement sécurisée, mais les professionnels, ça peut aller dans les deux sens, les professionnels peuvent aussi accéder à vos informations
dans le cas basique, l'hypothèse basique, c'est ils vous mettent l'information à partir de leur système. Mais dans le cas, le deuxième niveau qu'on propose aux professionnels de santé, c'est à travers notre API, de lier leur système pour récupérer les informations standardisées et habilitées à être présentes dans le PASSCARE. Et dans ce cas, ils n'ont pas à changer de logiciel, ils ont simplement à donner la carte à leur patient quand il vient le voir, sauf que l'avantage, c'est que cette carte est liée à leur logiciel. Et donc à chaque fois qu'ils créent un compte-rendu, c'est déjà directement dans l'écosystème. Et que le patient, quand il vient me voir en tant qu'urologue, demain il va voir un dermatologue, et bien le dermatologue, quand il crée son compte-rendu, j'ai aussi le compte-rendu du dermatologue, si le patient l'autorise. Voilà, donc c'est ça l'objectif. C'est bien noté. Sophie, vos patients, vos clients, puisque vous avez des patients-clients, vous les sentez prêts justement à enclencher ce type de solution? Et puis sans aller jusqu'à ces solutions extrêmement élaborées, ils sont dans cette dimension, on travaille avec des applis Oui, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être pas été aussi affirmative. Aujourd'hui, les études Credoc, toutes les études qui sortent, notamment celle de 2016, 65% des patients de plus de 12 ans ont un smartphone aujourd'hui. On pensait, en tant que professionnel, que c'était quand même réservé à une certaine classe d'âge, sauf qu'on voit des seniors et des seniors très évolués dans l'âge qui échangent avec leur famille, avec leurs petits-enfants, parfois arrière-petits-enfants, avec des solutions numériques, avec des smartphones. Ce qui veut dire que je pense qu'aujourd'hui, les patients sont prêts à aller vers des solutions. Ils ont eu du mal à utiliser la carte vitale. La carte vitale est sortie en 98, donc ça fait 20 ans. Le DP a 10 ans cette année, donc les professionnels, quand même, ceux qui sont motivés, arrivent à créer une solution, puisqu'on l'a entièrement créé et financé, et ça fait 10 ans, le DP. Mais oui, je pense qu'ils sont prêts, mais il faudra bien leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que je pense que les messages, les termes qui sont utilisés, on est dans un monde connecté avec des gens qui connaissent parfaitement les data, les open data, les blockchains, etc. Mais le patient dans tout ça, il est d'abord très embêté avec sa problématique de tous les jours, le pratico-pratique. Ça ne peut pas tout remplacer, quoi. Le message qu'il va donner à son médecin n'est pas celui qu'il donnera à son pharmacien. Le nombre de fois où j'ai été amenée à délivrer des médicaments et qu'en fait, non, j'ai pas osé le dire au médecin. Oh, non, ça j'ai pas. Ah non, ça j'ai oublié de le dire. Donc je veux dire, le pratico-pratique, c'est aussi d'accompagner le patient vers ces nouvelles solutions, parce que je pense qu'elles vont vraiment leur faciliter la vie, ça c'est certain. Et elles seront facilitatrices pour les professionnels de santé, pour peu qu'elles sont ergonomiques et qu'elles soient simples à utiliser, ça c'est une certitude. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup de communication à faire autour de ça et surtout les rassurer. Je pense que et les professionnels de santé qui ne sont pas très clairement très informés aussi, parce qu'il y en a encore beaucoup, des professionnels de santé qui attendent des solutions simples et éclairées, c'est de leur expliquer de manière claire et simple comment ça fonctionne, pour les rassurer. Parce que si ils n'ont pas la certitude de la sécurisation des données, s'ils n'ont pas la certitude de leur responsabilité vis-à-vis du conseil qu'ils vont donner aux professionnels et aux patients en termes d'utilisation de ces applications, ils n'iront pas. Vous parliez justement, Régis, d'un outil qui nourrissait la qualité de l'échange. Donc, est-ce que c'est 100% des cas? J'entends par là, la question est mal formulée, mais est-ce que ça se passe toujours comme ça? Est-ce que ce n'est pas une vision un peu idéale, justement? Donc, vous parlez de MyRubicard oui, dans l'échange? Pas de MyRubicard, mais oui. Même d'une façon plus générale, des applis santé. Nous, on croit justement que les projets numériques vont justement nourrir cette qualité d'échange. Mais peut-être que finalement, non, c'est une vision et qu'il y a un autre regard à porter qui est que finalement, ça va un peu déshumaniser le tout, quoi. Alors, Ascamon Fit, donc, qui nous permet d'obtenir ces informations quotidiennes sur l'état de forme, est un outil indispensable pour l'échange justement entre le joueur qui ne va pas aller voir de manière systématique le coach individuellement en personne et lui dire j'ai un peu mal par-ci, ça serait bien que je calme un peu aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, c'est un outil qui, là au contraire, facilite l'échange entre le joueur et le coach, ou entre le joueur et nous, ou nous, kinés, médecins et acteurs autour du joueur.
donc c'est un outil clairement qui favorise l'échange. Ensuite, MyRubyCard, effectivement, peut-être, est un outil simple, justement, qui aide le patient à rentrer ses données. Parce que c'est vrai qu'un dossier médical vide, un dossier qui ne sert à rien. Et donc, il faut accompagner, comme vous dites, avant d'arriver vraiment à une automatisation complète du patient, il faut qu'il ait bien compris, on va y arriver. Mais aujourd'hui, il faut trouver des outils simples qui aident à la fois le médecin à donner, à rentrer les données de santé de ses patients et à la fois le patient. Je vous avoue que si on avait dû rentrer pour chaque personne les antécédents à chaque joueur, on ne l'aurait pas fait. Donc, une interface qui se fait entre un dossier médical et une carte, par exemple, qui matérialise le dossier, semble être un outil, en tout cas, de transition entre le DMP et le patient qui a seul la main dans son dossier. Justement, j'aimerais bien savoir, je vais vous poser la même question à tous les trois, c'est quelle place vous voyez pour le pharmacien dans la galaxie connectée, les uns et les autres? On a un peu parlé de ça hier soir, peut-être pas par hasard hier soir, non plus. Il n'y avait pas de débat hier soir, c'était à table, c'est ça? Au dîner, absolument. En toute humilité, parce que je suis le seul à ne pas être de profession médicale ici, donc je marche sur des œufs. Le rôle du pharmacien, il évolue au quotidien dans son rôle de coaching, de suivi de l'observance thérapeutique et dans les actes qu'il pratique désormais. Et à côté de ça, c'est un commerçant. Alors ce matin, il y a eu une réaction sur le fait qu'on dise on vend ou pas. C'est pas un gros mot du tout. Il y a bien un rôle de commerce, de vente de produits. Les produits connectés aujourd'hui sont, tout le monde en entend parler. Il y a des sondages en veux-tu en voilà sur est-ce que ça va être bénéfique, pas bénéfique, dans quel secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité, le numérique touche tout. Là aussi, c'est une platitude, mais il faut quand même le rappeler. Il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas impacté drastiquement par le numérique. La santé, évidemment, c'est pour ça qu'on a ce congrès. Tout le monde sait que ça va apporter des choses, mais il faut désormais expliquer qu'est-ce que ça va pouvoir apporter, comment ça va pouvoir aider à traiter. Et ça transforme aussi le rôle du commerçant, du vendeur, en un rôle de pédagogue. C'est-à-dire il faut expliquer quel est le bénéfice, pourquoi prendre une balance connectée plutôt qu'une balance non connectée. En quoi ça va venir nourrir finalement un parcours de soins. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours de soins? Parce que pour l'écrasante majorité des individus, tout ceci est encore très flou. C'est bien pour ça que le décollage n'est pas encore massif de tous ces objets. Et donc il y a un vrai rôle d'accompagnement et de pédagogie autour de ces sujets. Et donc pour les industriels, de notre côté, il y a à nous aussi à travailler sur cet accompagnement des accompagnants. Comment les aider à avoir les outils, parce que c'est aussi très nouveau pour eux. Donc c'est là où on a un rôle à jouer pour les aider à devenir encore plus performants dans cette mission. Juste pour paraphraser, parce que quand j'ai une idée dans la tête, je souhaite toujours la sortir. Par rapport à ce qu'on disait sur le rôle entre le médecin et le patient il y a 5 minutes, finalement, pour paraphraser Kennedy, avant c'était qu'est-ce que le médecin peut faire pour moi. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le médecin, pour l'aider à pratiquer aussi dans le rôle de ce type de carnet de santé. Annan, évidemment, je suis le plus convaincu que les pharmaciens ont un rôle majeur à jouer. D'ailleurs, mon premier associé est pharmacien, Xavier Schneider, qui est là, et on a construit la plateforme aussi ensemble. Je suis convaincu que le pharmacien va jouer dans les mois à venir et dans les années à venir un rôle central dans le parcours du patient. Un rôle encore plus important, à mon avis, et c'est déjà un peu le cas, que le médecin généraliste. Je pense que le pharmacien doit avoir accès à toutes les informations santé, donc doit avoir accès naturellement au dossier médical. Je pense que le pharmacien doit avoir aussi la possibilité de faire de la téléconsultation et de préparer les consultations, parce que c'est une vraie consultation finalement. Quand un patient va dans la pharmacie, il va quand même pour poser des questions, pour avoir des conseils, voilà. Et c'est comme si c'était un médecin généraliste, mais disponible tout le temps. C'est une consultation sans auscultation. Mais exactement. Et donc je pense qu'il faut développer plus d'actes, plus de remboursement d'actes, et c'est quelque chose aussi sur lequel Sophie elle travaille beaucoup. Donc voilà, je pense que d'ailleurs notre deuxième gros partenaire
partenariat, nous, en tant que start-up, c'est le groupe Totum, 150 pharmacies, 2% du marché français, et surtout 500 000 patients que nous sommes en train de déployer sur le PASCARE actuellement. Donc, les pharmaciens croient et veulent que ça change. Et d'ailleurs, ils sont les premiers à avoir réussi, n'oubliez pas, et vous le savez, le dossier pharmaceutique. C'est une réussite face à un échec du DMP, enfin, pour ne pas donner des financé par la adjectifs. profession, si je ne me Financé trompe par pas. la profession. Un tiers de notre cotisation ordinale depuis 10 ans Exactement. sert à financer. Je veux dire, c'est des millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est ce que je Et ça a disais, marché. ce que je disais Laurent, c'est que quand on a un patient chronique pour lequel on délivre une ordonnance ou on fait un accompagnement, et que malheureusement il n'a pas sa carte vitale sur lui, parce qu'il l'a perdue ou parce qu'il l'a oubliée chez lui, on travaille sans filet. Non, mais c'est très clair. On parle de sécurisation des données, mais il y a aussi la sécurisation tout simplement de l'acte. C'est-à-dire que le dossier médical demain, ou le PASCARE, ou le Rubicard, enfin, ces dossiers, et le dossier pharmaceutique en ce qui concerne la dispensation des médicaments, quand on l'a, on sécurise notre acte. Donc je veux dire, ça va au-delà de la modernité. Vous travaillez sans filet, je vous interromps juste, vous travaillez sans filet si d'aventure c'est un patient qui n'est jamais venu dans votre officine, parce que vous avez aussi l'historique de vos propres délivrances dans le logiciel. Si c'est un patient qui n'est jamais venu dans notre pharmacie, si c'est un patient qui fait 2 ou 3 pharmacies, et quand on a des délivrances sans ordonnance dans d'autres pharmacies, parce que quand il vient toujours chez nous, même s'il n'a pas sa carte vitale, on a l'historique patient. Donc on peut voir une interférence, et nos logiciels qui sont bien faits, avec la base Vidal dont tu parlais, nous alertent. On a un pop-up de toute façon. Donc c'est très clair. Et c'est tous les jours, et c'est plusieurs fois par jour. Mais quand c'est un patient qu'on ne connaît pas, on a des vacanciers. Il y en a qui viennent dans le nord de la France aussi. On a des vacanciers. Et ils ont oublié leur traitement. On ne va pas les laisser sans rien. Il est 19h, on ne va pas les envoyer aux urgences. On met la carte vitale, on regarde ce qui se passe et on voit si on peut interagir. Donc ces outils numériques sont vraiment faits pour faciliter le travail au quotidien, faciliter l'accès aux soins, mais aussi également sécuriser nos pratiques à nous, professionnels de santé. On parlait des data tout à l'heure et de l'information. Le réseau officinal, c'est 99,9% des pharmacies qui sont connectées au DP, donc 37 millions de DP, on le rappelle. On envoie chaque année 600 millions de dossiers à l'assurance maladie, 600 millions de feuilles de soins. Autant de données de santé qui sont traitées par le SNIRAM, donc l'assurance maladie, et qui arrivent derrière à reproduire des parcours patients, de savoir comment on peut agir sur l'efficience. Et ça, c'est parce que la pharmacie d'officine, qui est un professionnel de santé, mais également inscrit au registre du commerce, puisque nous employons 120 000 salariés par an, quand même, c'est un employeur important, eh bien, nous permettons aussi d'étudier et de gérer les parcours patients, justement, pour en augmenter l'efficience et que ce soit au bénéfice de tout le monde. Mais il faut effectivement, derrière, un modèle économique, ça on est bien d'accord, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ces systèmes coûtent, on voit bien, le DP ça a coûté énormément d'argent, le DMP énormément également, et c'est la collectivité qui paye. Oui, sauf que c'est pas normal que le DMP ait coûté tout cet argent-là. Oui, mais je pense qu'il y a eu des freins, parce que autant la profession pharmaceutique a créé, développé le DP, qui aujourd'hui fonctionne et qui est acheté par les hôpitaux, autant au départ les médecins devaient créer le DMP, ça ne s'est pas fait, ça a été repris par l'assurance maladie. Oui, on a perdu énormément de temps et donc d'argent. 210 millions. Oui, bien sûr. Régis. Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, la fonction première du pharmacien, c'est délivrer des médicaments prescrits et donc de surveiller les interactions médicamenteuses. Donc, ça semble quand même très important d'avoir accès, que le pharmacien puisse avoir accès à au moins un profil médical et à certaines données de santé, les allergies, les traitements anticoagulants, s'il est diabétique ou autre. Donc, c'est vrai que je pense qu'avoir ne serait-ce un profil médical simple à travers une carte pourrait permettre une sécurité supplémentaire pour le pharmacien pour délivrer les médicaments. Après, deuxième chose, effectivement, je suis d'accord. Aujourd'hui, les pharmaciens sont des véritables conseillers. Et conseillers en matière de traitement complémentaire, de nutrition, également dans le dépistage. Il se fait
dans le dépistage du mélanome, aujourd'hui, les pharmaciens délivrent un appareil ou une photo avec une application qui envoie directement au C'est spécialiste. effectivement l'objet d'un lancement en ce moment avec le groupement Pharmabest notamment. Voilà, et donc ça c'est très intéressant, et ça un service supplémentaire des pharmaciens qui est formidable, qui peut permettre d'aiguiller et d'orienter vers les spécialistes. Sophie. Oui, merci d'avoir évoqué le sujet de la télémédecine en officine. Alors, on s'est battu puisque c'est la LFSS 2018 qui a permis, dans l'article 54, de rentrer les pharmaciens qui avaient été oubliés, en fait, dans le développement de la télémédecine. On avait juste été oubliés. Tous les autres étaient là, sauf nous. Donc, le gouvernement a porté lui-même l'amendement 597 qui a permis de rectifier le tir. Et je vous rejoins totalement. La télédermatologie, par exemple, c'est une avancée en matière de télémédecine ambulatoire qu'il sera très probant de mettre dans les officines, dans les salles d'entretien. Donc la téléconsultation également. Moi, j'ai une petite mamie qui n'a pas de voiture, qui est âgée et qui a son médecin qui est à 20 km et qui dit quand est-ce que vous allez mettre une cabine ou un outil de télémédecine, n'a pas forcément besoin d'avoir une cabine, dans votre salle d'entretien, mais je termine les travaux et je mets ma cabine après, derrière. Parce que on est un point, on est un commerce, on est un point d'accès. Donc les gens rentrent chez nous même quand ils ne sont pas malades. Et comme la Poste, pour le coup, vous cadriez le on fait de la territoire considérablement. On parle de prévention, on parle vaccination, puisque les 2 expérimentations dans les régions ont eu lieu. La dispensation des médicaments, c'est une des 76 missions des pharmaciens d'officine identifiés dans le monde. Donc, on voit pharmacie, on voit délivrance de médicaments, mais derrière ça, il y a tout un tas d'autres actions que le pharmacien d'officine fait ou va faire. Il y a encore des décrets d'application que nous attendons, parce qu'on est malheureusement ou heureusement, en tout cas, une profession réglementée, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on souhaite faire. Même si on a envie, même si on est moteur, même si on a envie d'aller de l'avant, il y a des décrets d'application. On attend avant la fin du mois de juin, ou tout du moins avant l'été, un décret d'application de l'article 38 de la loi HPST, qui a quand même bientôt 10 ans. Donc, tout est long et c'est parfois difficile quand on a envie d'avancer. Merci. L'un d'entre vous souhaite-t-il ajouter quelque chose, ou sinon, il est désormais temps de passer la parole à la salle pour des questions ou des réactions, s'il y en a évidemment. Bonjour, je suis Emmanuel Pesanti, le président de French Road. Je voudrais savoir si on considère en France que les États sont en concurrence. Que les États sont en concurrence. En fait, je n'ai pas très bien entendu. Les États en concurrence. Est-ce que l'on peut considérer en France que les États sont en concurrence ? Est-ce que l'on peut penser qu'une administration performante est un facteur concurrentiel de développement et que les États sont en concurrence ? Eh bien, c'est un nouveau débat qui s'ouvre. Alors, qui prend la parole pour répondre en premier ? En concurrence, je ne sais pas. En revanche, le fait de travailler au sein de l'Union européenne fait qu'on a quand même des accès à plein d'autres pratiques autour notamment du numérique. Et donc, on peut aller chercher chez nos voisins et amis de nouvelles idées. Et on a quand même globalement beaucoup plus de facilité à essayer de les développer ensuite chez nous, du fait de cette proximité. Je vais préciser ma question. L'administration en France, c'est 50 tours Eiffel de papier par mois. L'administration française en France, c'est 2 points de PIB, c'est 50 milliards. Les 50 milliards, c'est possiblement une politique de redistribution après 2022 pour notre gouvernement. Je donne l'exemple de l'Estonie. L'Estonien a fait le choix avec la X-Road de rendre les transports complètement gratuits. Parce que l'Estonien sait que des gens qui se rencontrent et qui se déplacent facilement, c'est de la création de valeur nette. C'est ça que j'entends sur... Donc oui, évidemment que les États sont en concurrence et malheureusement, la France est extrêmement en retard sur cette concurrence, que ce soit par rapport aux États-Unis ou
ou par rapport à certains pays européens, voire même certains pays africains, et je suis désolé, mais ça peut être aussi une fierté pour ces pays qui commencent aussi à avoir des visions, parce que c'est plus simple, comme disait aussi mon collègue, c'est que c'est plus simple effectivement de passer de 0 à 2.0, 3.0, on le voit nous pour le déploiement aussi du PASCAIR. Le discours que j'ai dans certains pays, c'est je peux là-bas parler, je peux me permettre de parler, de dire je suis là pour déployer une première carte vitale dans vos pays. Là, c'est possible, on n'a rien. Par contre, effectivement, en France, on a un système qui est sclérosé, et qui n'est pas forcément, en tout cas à l'intérieur de l'hôpital, ce que j'ai remarqué, il n'est pas favorable à l'innovation. Donc, moi, je suis pour effectivement des initiatives comme la tienne, et je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire encore, mais on est sur la bonne voie, et c'est la voie d'une empreinte et d'une identité numérique universelle. Et ça se confirme, encore une fois, dans pas mal d'études qui commencent à sortir. Voilà. Donc l'État qui va être le plus performant, c'est l'État qui va saisir ces opportunités le plus rapidement possible. Merci, Dr. El Bakri. Autre question? Oui, au fond, madame. Oui, Agnès Caillette-Baudouin, je suis médecin et directrice d'un établissement de santé, maladie rénale chronique. Est-ce que vous pensez que l'article 51 va être suffisamment puissant? Alors, c'est une question à tous les intervenants, et notamment à Adnan. Va être suffisamment efficace et puissant pour essayer justement de déréguler un peu un système qui, effectivement, comme je l'entends et j'expérimente, est un peu est très rigide. Mais je sais que... Alors là, ma réponse va être très claire. Hein. Je ne crois absolument pas à la politique, ni à tout ce qui est légal. Hein. Les articles, etc., ça ne m'intéresse absolument pas. Non, je parle de ces lois-là qui ne font... Écoutez, la loi HPST, est-ce que vous savez combien de barrières elle a rajouté pour accéder à l'information? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et même la loi de janvier 2016 de Marisol Touraine. Combien de barrières on a aujourd'hui pour accéder à l'information? L'article 51, c'est on enlève les barrières. Ouais. Moi, je vous conseillerais d'aller le regarder de très près. Vous avez jusqu'au mois de juillet pour poser ce que vous voulez. C'est la première fois où on nous donne un espace de liberté. Et c'est pour ça que je vous dis, allez voir ça. C'est important. Oui, si vous n'y répondez on pas, en a parlé, et moi je veux bien répondre avec vous parce que je trouve que votre système est génial, il faut effectivement qu'on utilise ça pour que ce soit un levier, parce que si on l'utilise mal, il me semble que on va retrouver des systèmes sclérosés, préétablis. Donc allez-y. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que je n'ai pas vraiment le temps à perdre. Non, mais je suis désolé de vous dire ça. On a lancé la commercialisation en janvier. Je suis dans une démarche où je prends le marché, je vais prendre le marché très rapidement, qui est un marché mondial. Et ça, c'est une autre problématique. Parce que moi, je ne suis pas franco-français en termes de réflexion. Donc, c'est une plateforme, elle est ouverte. Par contre, ça m'intéresse. On en a parlé avec Sophie, on en parle avec Xavier souvent. Je demande donc à mes associés d'aller regarder. Ça ne m'intéresse pas personnellement parce que... Alors, je vais vous dire aussi, je vais vous avouer une chose. J'étais naïf à ce moment-là. Quand j'ai lancé ce projet, d'accord, c'est il y a 3 ans, j'étais dans une démarche totalement publique. Je sortais du CNRS, j'avais fait un travail extraordinaire sur l'intelligence artificielle pour prédire le cancer du rein. Je me suis dit, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, tiens, je m'intéresse à ça, c'est extrêmement intéressant. Vous savez ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec la direction générale de l'assurance maladie. Je suis allé le voir, justement, le directeur général en charge du DMP. Ils m'ont reçu. Hein. Et on a eu un entretien et je lui ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà mon idée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoutez, on vient de récupérer le DMP de la santé. On a une charge politique et financière, ça a coûté très très cher, etc. Votre projet semble intéressant, mais réussissez d'abord et ensuite venez me voir. Je dis, ok. Donc je suis parti dans une démarche privée et je vais réussir, et quand je réussirai, je reviendrai le voir. Voilà. Mais je vous parle en tant qu'entrepreneur, et là, c'est pas. Je laisse peut-être la réponse à Sophie, qui est plus à même de répondre de façon comme la question plus, était adressée à chacun d'entre vous, bien tout sûr. le monde va y répondre. Alors, moi, je voulais remercier Agnès pour son intervention, parce que effectivement, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que pour répondre à l'enveloppe de l'article 51, à mon avis, l'enveloppe n'est pas suffisante. Malheureusement, elle n'est pas très importante. Et j'espère que la LFSS, peut-être 2019, puisque LFSS 2018, l'article 51, c'est 20 millions d'euros. C'est pas grand-chose, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire. Mais
si c'est reconduit avec des enveloppes supplémentaires, la réflexion d'Agnès, elle est extrêmement pertinente. Pourquoi ? Parce que si une solution comme le PASCAIR est en capacité de pouvoir répondre, et j'en suis également persuadée, de ces innovations en matière de transmission, d'échange, de partage et de coordination et de collaboration entre les différents acteurs, puisque c'est en gros ça l'un des volets de l'article 51, eh bien, s'il était éligible et si on arrivait à le mettre éligible, ce que je pense être, puisque ça correspond encore une fois au cahier des charges, c'est que ça passerait dans le champ conventionnel, puisque c'est écrit comme ça dans la loi. Et du coup, ce serait au bénéfice de l'ensemble des acteurs. D'accord, mais en attendant... Ce qui veut dire que ce n'est pas incompatible. Donc, Non, en bien attendant, tu suis les conseils que t'a donné la CNAM, et tu avances très vite d'ailleurs, on le voit sur le sujet, mais je pense que la porte ne doit pas être fermée. Non, bien sûr. Mais quand je vois que, par exemple, quand je dis, il suffit d'un rendez-vous dans un pays où on me dit... Non, attendez, où on me dit, OK, c'est extrêmement intéressant, dans un an, on déploie sur 8 millions de personnes. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à l'assurance maladie en France ? Ou à l'article 51, ou à l'article 38, ou 42, ou 155, ça ne m'intéresse pas. Et quand on aura réussi comme ça, ben, on reviendra, peut-être qu'on sera encore en France, et moi je tiens à réussir aussi en France, mais le monde va à une vitesse extrêmement importante. On est largement dépassé en matière d'intelligence artificielle, largement dépassé en matière de blockchain. On n'a plus aucune identité numérique en France. Il faut... Non, mais je suis désolé. Regardez toutes les initiatives. Moi, je vais vous donner des exemples aussi de startups que j'ai rencontrées, qui avaient des produits extrêmement innovants, que la BPI a aidé, mais qu'au bout de 2 ans, elles se sont arrêtées parce qu'il n'y a plus de dette derrière. Donc, l'argent de l'État est dépensé via la BPI, mais derrière, on n'a aucun suivi de ce qui se passe. Donc il faut refaire... Alors il y a aussi le gouvernement, il commence à travailler sur... Il y a quand même des choses qui avancent, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas encore assez efficace et il faut refaire un petit peu, réfléchir de façon un peu différente, reconstruire une base différente. Et si le DMP est un échec, ben pourquoi on creuse un échec ? C'est un échec, c'est terminé, on arrête ces contrats et on refait autre chose. Question. Bonjour Anne Baye, je représente l'industrie pharmaceutique. Ça ne va pas être vraiment une question, mais plutôt un commentaire, mais je suis sûre va te faire réagir. Je vais essayer de voir si j'ai bien compris ce que tu es en train de nous dire. Ce que tu es en train de nous dire, c'est les petits gars, et je rebondis sur ce qu'on a entendu de Manuel tout à l'heure. Finalement, les Français, vous vous bougez tellement pas que moi, j'ai d'autres gens à servir, hein, en gros. Bien sûr. C'est ça que tu dis ? Non, oui, bah oui. Oui. Non, je sers la France. Écoutez, moi, je suis d'origine... C'est pas agressif. Hein. Non, c'est juste pour bien comprendre, parce que imaginons que demain, des gens dans la salle ici sont convaincus par ton système, et c'est un exemple, parce que tous les entrepreneurs vont avoir le même type de raisonnement, et se disent, ben oui, tiens, j'aimerais bien pousser cette solution-là, parce que ça répond bien aux besoins que j'ai identifiés, et puis j'ai une fenêtre d'opportunité, comme l'a dit Agnès. Et puis là, l'entrepreneur, hop, en retour, te dit « Ah oui, mais j'ai peut-être autre chose à faire, moi. » Et là, on est dans la compétition internationale. On y est, de plein pied. Est-ce que c'est ça, le message ? Alors, pas du tout, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas que moi. Moi, je vous parle... Vas-y, non, mais je te prends comme exemple, mais je sais que d'autres, pour en connaître d'autres, peuvent avoir la même question, en tout cas. Non, écoutez, j'ai 2 réponses. Et donc j'ai toute une équipe autour de moi également qui s'intéresse beaucoup plus que moi à ces sujets-là. On se développe en France, c'est-à-dire que n'oubliez pas que les serveurs d'hébergement sont des serveurs situés en France et que la data, le big data qu'on va récupérer, c'est du big data qui va être en France, naturellement. Pour l'instant, en tout cas, on se développe en France et on attaque les autres pays à partir de la France. Donc j'ai bien compris ça. C'est aussi de l'économie qu'on va apporter à la France. Mais s'il y a une ouverture, bien sûr qu'on va la saisir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a tellement d'obstacles et de freins. Je reviens sur l'article où on a 6 barrières pour arriver à exploiter des données de santé. Oui, c'est ça. Et j'ai été le premier à rejoindre l'initiative French Road. Quand il y a des bonnes choses, on est obligé de les suivre.
Mais il y a tellement de choses qui sont politisées, qui sont freinées, qui sont... écoutez, je vous donne un autre exemple. Je voulais faire un partenariat aussi avec un hôpital, d'accord ? Un hôpital public. Ça fait 6 mois que j'échange, que je vois des machins, le président de la CME, le directeur général, le truc, le machin. Je vois très très bien. Hein, alors que j'ai discuté avec un groupement de pharmacie, 2 rendez-vous, 500 000 patients, 2% du marché français. Oui. Donc il y a cette disparité de fonctionnement entre le privé et le public. Ok. Et les pays. Bien, je prends une dernière question, monsieur, au fond, et après je libère la salle. Oui, Xavier Schneider, donc effectivement, j'ai beaucoup de liens d'intérêt avec les membres ici présents. Voilà, je connais bien les gens de chez DocaPost, je suis associé avec Adnan par Point Novels, je suis membre de la commission numérique de la FSPF. Voilà. Donc j'aimerais qu'on essaie de sortir de cette logique du « ou » pour une logique du « et ». Effectivement, ce n'est qu'ensemble, entre médecins, pharmaciens, kinés, gynécos, infirmiers et tous les autres professionnels de santé, qu'on arrive à trouver une solution, et non pas sur un plan franco-français, mais bien sur un plan, je dirais, pan-européen, voire pan-africain. Puisqu'on est finalement, entre nos amis américains et nos amis chinois, en concurrence sur l'offre de services de santé pour les patients. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre encore la voix du patient se positionner là-dessus. Parce qu'en fait, que veulent nos patients ? Qu'ont-ils à faire, finalement, des entreprises privées ou publiques de ce débat, finalement ? Quelle offre de solution a-t-on pour les patients ? Voilà ce que je me pose en tant que pharmacien d'officine tous les jours dans mon officine. Que veulent nos patients ? Je ne sais pas s'il y a un patient dans la salle pour répondre à cette question. Excusez-moi. Charles me dit d'arrêter, donc Agnès, c'est vous la dernière. Côté patient, moi je pense qu'il y a quand même une clé en France qui bloque tout, c'est que le patient, il veut une chose, il veut être remboursé de ses soins. Il veut un accès aux soins le moins onéreux possible, parce qu'on est dans une situation de crise économique. Hein. Moi, je travaille toujours dans des villes sur les côtés Est, et je sais ce que c'est que d'être... Enfin, je vois les situations de précarité. Donc, je crois que c'est un point qui induit l'immobilisme aussi, parce qu'on n'aura pas la révolution immédiatement. Pour autant, il est certain que les patients veulent être bien soignés, parce qu'ils ont un niveau de soins excellent en France. Hein. Je voudrais, moi, ajouter quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on ait fait du « ou ». Au contraire, on a parlé de coopération, de co-conception, de co-innovation, et l'ensemble des acteurs qui parlent ici procèdent de la sorte. Agnès parlait tout à l'heure de projets travaillés dans le cadre de Living Lab. Nous, dans le cadre de DocaPost, ou plus largement même du groupe La Poste, on a pléthore d'écosystèmes qui viennent s'agréger, où on travaille avec des startups en permanence, avec des ETI, justement pour venir nourrir ces projets. On n'a pas ce qu'on est DocaPost, c'est une plateforme. On est une plateforme, on est un outil numérique, et seul on fera rien. On a besoin des médecins, on a besoin des pharmaciens, on a besoin des patients, on a besoin de tous ces acteurs-là. On a besoin de startups qui ont des idées en rupture, avec des modèles économiques en rupture, des parcours en rupture, et c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire quelque chose. Si effectivement on se met dans une ligne de se dire c'est moi et c'est pas un autre, c'est mort, c'est certain. Mais j'ai pas du tout l'impression que c'était le ton de la conversation, bien au contraire. Le mot de la fin, Régis. Oui, le patient a besoin et a envie de prendre la main, mais peut-être pour l'instant, et c'est peut-être le frein aussi de l'État et de tous les problèmes législatifs que ça impose dès qu'il y a des données qui sont hébergées, toutes les données de santé. Et c'est justement pourquoi cette solution transitoire et peu coûteuse peut aider le patient à avoir en main son dossier médical et ses données de santé et les partager à qui il veut sur un support numérique autonome qui n'a pas besoin d'accès Internet et universel. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. On aurait bien prolongé d'ailleurs l'échange, mais la prochaine session se profile. Alors elle est à 16h30, donc nous vous laissons une petite récréation.